La question, comme vous le savez, qui est posée d'une manière très, très courante, c'est que il y a sûrement, compte tenu d'un certain nombre de dictons qui font référence à l'esclavage, compte tenu de comportements qu'on estime liés à l'ancienne situation d'esclave de certaines personnes, descendantes donc de certaines personnes, on estime qu'il existe aujourd'hui, notamment pour ce qui concerne les services d'hôtellerie, de restaurants, de magasins, moi pas esclavou, enfin bon, vous savez qu'il y a une certaine confusion parfois dans les esprits qui se fait entre servir, servitude, servage, etc. Donc il n'est pas outrecuidant de penser qu'il y a en effet aujourd'hui des conséquences actuelles de l'esclavage. Et l'hypothèse que nous avons retenue, c'est celle du psychotraumatisme. Donc vous savez, aujourd'hui, on en parle beaucoup, des psychotraumatismes. Vous savez que lorsqu'il y a, par exemple, une agression, eh bien, on fait appel à une cellule d'urgence médico-psychologique. Et ce recours est de plus en plus fréquent, même pour des traumatismes qui peuvent sembler mineurs, à côté des psychotraumatismes de l'esclavage. Nous allons voir ça rapidement. L'esclavage a formaté tout au long de plus de 3 siècles des psychismes noirs et des psychismes blancs. Et les psychismes noirs ont été façonnés par l'oppression et l'infériorisation. Et troisièmement, si l'esclavage a été un état de fait qui a établi la hiérarchie blanc et noir, il a établi une hiérarchie qui semble aujourd'hui naturelle, comme si elle était biologique. Et nous avons donc à nous rappeler que l'esclavage a commencé par des razzias africaines et arabes, qu'elle s'est poursuivie par un long chemin souvent enchaîné, qu'elle s'est poursuivie par l'installation sur le bateau. Vous voyez que déjà le fouet qui sera omniprésent sur l'habitation pendant l'esclavage d'une manière générale, donc ce fouet est déjà présent sur le bateau. Donc sur ce bateau, les esclaves étaient... Donc je rappelle qu'il s'agit de personnes qui sont mises en esclavage, bien entendu. On est d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas nés esclaves et qu'ils sont mis en esclavage. Donc ces personnes sont donc entassées dans la cale du bateau. C'est d'ailleurs un point commun que tous les pays qui ont connu l'esclavage soulignent, et nous avons eu au cours du colloque international scientifique que nous avons organisé avec Myriam Cotias et Gilbert Pagot. Nous avons eu donc à plusieurs reprises cette remarque des Brésiliens, des Américains, de tous les Caribéens sur cette expérience commune où les hommes occupaient n'occupaient pas davantage de place qu'un cadavre dans un cercueil, comme disait donc Aimé Césaire. Et je vous rappelle, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ce très beau poème, ma mémoire est entourée de sang, ma mémoire à sa ceinture de cadavre, j'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, et donc cette expérience est considérée comme par beaucoup de spécialistes de l'esclavage comme fondatrice, mais en même temps c'est évidemment une expérience particulièrement éprouvante et douloureuse, et donc les exactions se poursuivent bien entendu sur ce bateau, et lorsqu'ils arrivent sur la terre ferme, c'est pour se retrouver vendus. Donc là, ils ont la confirmation qu'ils sont vraiment
moins que rien des bêtes, des meubles qui sont vendus et que donc ils vont appartenir comme des meubles à des propriétaires. Et cette arrivée et cette vente, toutes les deux sont souvent aussi associées à la séparation de familles, qui se poursuivent d'ailleurs par la suite. Et cette séparation des familles, c'est quelque chose de particulièrement douloureux. Les enfants pleurent, crient, veulent rester avec leur maman. Les mamans crient aussi, pleurent. Et donc, elles sont fouettées pour laisser les propriétaires prendre possession des enfants esclaves. Ce sont donc des expériences que vous imaginez particulièrement traumatisantes, pas seulement pour la mère, mais également pour l'enfant. Et nous le verrons probablement tout à l'heure pour les enfants des enfants et peut-être aussi pour les petits-enfants des enfants. Nous en reparlerons. Ici, donc, vous voyez le marquage au fer rouge qui fait suite d'ailleurs à cette vente d'esclaves. Donc le propriétaire imprime sa marque sur l'esclave, la peau de l'esclave qui est considérée véritablement comme du bétail. Et toujours dans cette expérience-là, il y a le fouet dont je disais qu'il était omniprésent, et ce fouet est manié par des esclaves sur d'autres esclaves, et là encore, il s'agit d'un traumatisme particulièrement, j'allais dire, ambigu, puisqu'il s'agit d'un conflit de loyauté. D'un côté, il se sent tout de même solidaire de ses co-esclaves, et il est obligé de fouetter avec beaucoup de conviction, et s'il ne le fait pas, il sera lui-même fouetté. Donc j'insiste en effet sur ces exactions, parce que faut pas qu'on dise que l'esclavage, c'est bon, ça a toujours existé. De toute façon, bon, c'est un rapport de riche à pauvre, et donc ce sont des choses qu'on entend encore aujourd'hui de gens qui ignorent la spécificité de cette traite négrière, avec les exactions qui vont avec cette déshumanisation qui est tout de même la marque particulière de cet esclavage, qui le rend totalement spécifique, totalement différent de ces esclavages domestiques que connaissaient les Grecs et les Romains du temps de l'Antiquité, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que c'est la même chose. Donc, après l'abolition, vous pensez bien qu'elle ne fait pas disparaître du jour au lendemain la souffrance, ni le type de relation qu'ont noué les maîtres avec les esclaves. Et après l'abolition, se poursuivent des exactions, notamment aux États-Unis, où on voit comme ça des lynchages et des coups de fouet comme ça qui se répètent. Après l'abolition, il y a de vraies chasses aux nègres, et ces fouets laissent des traces qui sont indélébiles, mais vous voyez qu'il a survécu, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que certains survivent, certains parviennent à surmonter et à garder leur humanité. Nous allons en reparler. En tout cas, ce statut d'esclave, il est inscrit dans le Code noir, et l'impact de l'esclavage sur la psychologie des populations, il est aussi fait de cette institutionnalisation de l'état d'esclave qui fait
du sujet un objet et qui légitime, en quelque sorte, de façon officielle, de façon institutionnelle, qui légitime l'état d'esclave. Et ce statut d'esclave est en soi une violence qui a un impact sur le psychisme. C'est une violence d'État, c'est une violence au long cours, une violence permanente qui a des conséquences psychologiques, une violence qui façonne le psychisme de ceux qui subissent la violence, mais qui façonne aussi le psychisme de ceux qui exercent la violence. Et ça, il faut qu'on garde aussi en mémoire que cet esclavage a des conséquences de part et d'autre de la relation maître-esclave. Et l'impact de l'esclavage, donc, qui a été puissamment motivé par sa rentabilité, cet impact de l'esclavage s'impose au monde entier comme normal. Il a été un état de fait qui a établi la hiérarchie blanc-noir comme naturelle. Ça, c'est vraiment une conséquence psychologique incommensurable qui est dans toutes les têtes aujourd'hui, dans tous les psychismes. On est convaincu que cette hiérarchie blanc-noir est normale, est naturelle, est quasiment biologique, d'autant que des arguments scientifiques sont venus rationaliser et justifier cette infériorité du noir qui a été placée, comme vous le savez, entre le singe et l'homme. Donc, il faut donc se souvenir que le concept de race a été, mais ça, je veux dire, tout le monde le sait, enfin, je veux dire, tous les scientifiques le savent, que le concept de race a été socialement fabriqué, mais je vais en reparler tout à l'heure, et je suppose qu'on aura aussi l'occasion d'en parler avec Myriam Cothias et Gilbert Pagot. C'est une chance que nous avons d'avoir ces deux très brillants historiens ce soir, et je ne les remercierai pas assez, jamais. Effroi, sentiment d'impuissance, détresse, ce sont des réactions qu'on retrouve dans tous les psychotraumatismes. Ça n'est pas spécifique, bien entendu, au psychotraumatisme de l'esclavage. Et donc, quand il y a un cambriolage de banque et qu'une employée de banque a sur la tempe, un pistolet braqué, eh bien, elle subit là un psychotraumatisme qui est marqué par la frayeur, par le sentiment d'impuissance, par une immense détresse, et par la suite s'installe une sorte de dépersonnalisation, c'est-à-dire que la personne ne sait plus très bien qui elle est, une torpeur qui s'installe dans tous les psychotraumatismes marqués. On observe cette torpeur, cette déréalisation, c'est-à-dire le fait que ce qui était familier devient étrange, et donc on est dans un état de déréalisation, on oublie ce qui s'est passé, et cette amnésie dissociative, elle est parfois très utile pour continuer de vivre, malgré le psychotraumatisme, qui met d'ailleurs en outre, en branle, tout un processus anxiogène, avec une anxiété, des reviviscences dans la journée comme dans la nuit du traumatisme, comme si c'était vécu, vivide, disent les Anglais, comme si on était en plein traumatisme. Et donc, cette reviviscence est particulièrement pénible. Ce sont des véritables terreurs nocturnes qui déclenchent évidemment une hypervigilance. Tout le temps, ils font attention, ils sont angoissés, ils ont des troubles du sommeil, et la dépression est extrêmement fréquente, de même que l'état de stress post-traumatique. Alors, je vous ai décrit les conséquences, les réactions immédiates, donc, à un stress. J'aurais même pas dû dire stress, parce que, en fait, nous faisons la différence